En direct sur Télé Créole, nous parlons du logement, du Salon des communes, de l'hypothèse d'une union entre la droite et le centre droit. Dans l'optique des départementales et des régionales 2015, nous parlerons aussi de l'entre-deux, de la récente élection municipale et de ce qui est devenu la première force politique à La Réunion, le centre droit. L'entre-deux et les élections, ça sera avec Bachir Vali, l'ancien et futur nouveau maire de l'entre-deux. Le Salon des communes et l'Union de la droite, et du centre droit, nous parlerons avec Stéphane Foissin, maire et conseiller général de Salazie, également président de la MDR, et également signataire d'une déclaration des élus de droite et du centre droit. Et pour le logement, nous allons parler ce soir avec Éric Fontaine, administrateur donc du CNL à La Réunion, et aussi avec le président national de cette Confédération nationale de logement, Élie Jacquemart. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, merci de m'accueillir. Alors, une première, c'est votre première visite à La Réunion ? Officiellement, oui, je suis déjà venu en vacances, mais officiellement pour la CNL, c'est ma première visite. Alors, on va faire tout de suite la présentation de CNL. C'est quoi la CNL ? Donc la CNL, c'est une vieille dame, une grande maison. C'est une association d'habitants de défense des intérêts des locataires et consommateurs. C'est une association revendicative qui a presque 100 ans, elle aura 100 ans en 2016. Et je dirais que c'est une association nationale avec un maillage départemental. On a 90 fédérations, y compris dans les dom-toms, à La Réunion et en Guadeloupe. Et on est implanté partout. Ça veut dire que la CNL, je dirais de Dunkerque à Saint-Denis, c'est la CNL en fait. Éric Fontaine, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes administrateur donc de CNL à La Réunion. Oui. Le président en est Jean-Michel Saint-Gagny, qui aurait dû être là aussi ce soir, mais bon, qui a été empêché. Je veux dire, je vais faire une boutade sans doute. Vous êtes aussi célèbre que... Vous êtes une icône à La Réunion. À chaque fois qu'il y a un problème de logement, c'est vous qu'on voit. D'abord, le logement à La Réunion, il va si mal que ça ? Le logement à La Réunion va mal depuis plusieurs années. Il me disait qu'on n'a pas arrêté de dire qu'on avait 20 000 logements insalubres, que les constructions ne sortent pas de terre, que les prix des loyers sont exorbitants et rien ne s'arrange. Il y a 20% de personnes âgées supplémentaires dans les 6 ans à venir. Il me disait qu'on est dans une situation catastrophique à La Réunion sur la politique du logement. Alors, on va donner les chiffres tout de suite. La Réunion doit construire dans les prochaines années 20 000 logements. Exact, oui. Il y en a 30 000 en souffrance, apparemment. Ce qu'on demande, c'est qu'il y a à peu près 8 000 logements qui sortent de terre par an. Mais en réalité, avec tous les retards cumulés, c'est plus 8 000 au fond. D'accord ? Il y a un chiffre quand même qu'il faut rappeler, il y a 15 000 bébés qui naissent à La Réunion par an. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a un décalage important sur la politique du logement à La Réunion. Et le dernier chiffre, c'est un des sujets aujourd'hui dont on parle, c'est l'amiante dans les logements. C'est l'amiante qui est un danger. L'amiante est mortelle, on le rappelle. L'amiante, il n'y a pas d'amiante douce, contrairement à ce qu'on fait croire. L'amiante est bien mortelle. Le problème de logement, c'est une réalité, et je vais donner tout de suite le chiffre. Les impayés en loyer en 2013 a atteint 10 millions, c'est ça ? Alors les impayés en loyer ont augmenté, ils sont plutôt 18 millions malheureusement actuellement. Ah, quand même, c'est les chiffres, c'est 10 à 13 millions. Donc ça monte très vite. Ouais. Et malheureusement, oui. Et au-delà du chiffre, c'est un chiffre comme ça qu'on donne qui ne veut peut-être rien dire. Mais derrière, il y a une dure réalité. C'est qu'on a dans des logements des personnes qui ne peuvent plus payer des loyers. Ce sont des gens qui sont de la classe intermédiaire, qui n'ont aucune aide. Ce sont des personnes âgées, des retraités, qui demain sont des futurs expulsables de logements. Et c'est une situation extrêmement tendue que nous vivons sur le prix des loyers. La question est pour vous deux, qu'est-ce qui explique finalement il y a de l'argent ? On sait qu'il y a de l'argent. On sait qu'il y a toujours des problèmes dans les opérations immobilières, que ce soit au niveau de logement social, du résidentiel ou le troisième, je vais pas dire de bêtises, c'est le résidentiel, le troisième et intermédiaire pour le deuxième. Le problème, qu'est-ce qui se passe ? La LBU n'est pas suffisante, la défiscalisation n'a pas marché. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le logement a pris autant de retard à La Réunion ? Alors, la politique du logement à La Réunion doit être mise à plat. C'est-à-dire qu'on n'a pas arrêté de demander aux préfets et aux sous-préfets qui ont été de passage à La Réunion, mais rien n'a été fait. C'est-à-dire qu'on a des sommes importantes qui sont injectées à travers des crédits de la LBU et les logements ne sont pas obligatoirement. La ligne budgétaire unique, à peu près 100 millions, à peu près. Mais dans ces 100 millions, les 100 millions ne sont pas affectés spécialement au logement, construction de logements sociaux. De toute façon, ça c'est un des éléments, c'est-à-dire que ces crédits d'État n'ont pas été utilisés parce qu'à chaque fois, les maires n'avaient pas la quote-part nécessaire pour lancer les opérations.
Non, ça ne s'articule pas vraiment comme ça. Je dirais que les maires, généralement, le foncier, je dirais, à l'euro symbolique. Et ensuite, il y a des constructions et on demande des fameuses garanties d'emprunt aux communes et aux collectivités. Garanties d'emprunt qu'on est totalement opposé, puisque les garanties d'emprunt, c'est un couperet qu'on met sur la tête des administrés de la Réunion, parce qu'en cas d'impayé, c'est l'administré de la Réunion qui va payer. Elie Jacquemart, vous êtes donc président au niveau national. Quand vous regardez l'ensemble des problèmes qu'il y a sur ce territoire au niveau du logement social, ce sont les mêmes? Alors en fait, la Réunion, je vais dire, elle fait partie de ce qu'on appelle dans notre jargon les zones tendues. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de besoins de logement et qui ne sont pas couverts. On a rencontré au mois de juin avec Jean-Michel Sanguini et M. Rousseau, notre représentant à la Réunion, on a rencontré les conseillers de la ministre d'Outre-mer et on les a alertés sur cette problématique particulière de la Réunion parce que bon, des dom-toms, des drom-toms maintenant comme on les appelle, parce qu'en fait, je dirais, on cumule quand même les problématiques. On a un pouvoir d'achat qui est en tension. On a des prix avec, je dirais, des prix qui sont plus chers qu'en métropole. Et donc, il y a une réponse spécifique. Comme on peut avoir des réponses spécifiques dans chaque département français, la Réunion mérite des réponses spécifiques. Et je dirais, je rejoins mon collègue local, puisque je pense que la Réunion, elle mérite un plan d'urgence au niveau du logement, comme d'autres dom-toms, notamment la Guadeloupe et la Martinique et la Guyane. S'il y a quand même une situation aujourd'hui, on se pose la question, est-ce qu'il y a un manque de volonté politique ou est-ce qu'il y manque de l'argent? On a vu M. Moser pour l'HLM critiquer ce qui risque de manquer pour pouvoir faire les logements sociaux. Alors, à votre avis, avec les éléments que vous avez, qu'est-ce qui manque le plus, l'argent ou la volonté politique? Je dirais, pour répondre tout de suite, pour moi, ce qui manque, c'est la volonté politique. D'ailleurs, le président de l'Union sociale pour l'habitat, Jean-Louis Dumont, il y a 15 jours, il a annoncé publiquement qu'il n'avait pas besoin d'argent. Il ne demandait pas d'argent à la ministre du Logement. J'étais un peu stupéfait. Et tout le monde me dit, la conseillère de M. Valls, qu'on a rencontré aussi il y a 15 jours dans son cabinet, nous disait, nous, on n'a pas de problème d'argent. Le financement, il y a de l'argent à la Caisse des dépôts, il y a des prêts bonifiés, il y a, je dirais, suffisamment. Mais par contre, il y a 200 000 logements sociaux depuis les dernières municipales. Sur le territoire national. Sur le territoire national, y compris donc dans les dom-toms, qui sont bloqués suite aux élections municipales je dirais de mars, où les nouvelles équipes municipales ont, je dirais, stoppé les dossiers, gelé les dossiers, et je dirais, c'est pas entendable. Il faut véritablement forcer les maires. Alors le gouvernement a pris des dispositions en ce sens, puisque maintenant, si les maires ne construisent pas et qu'ils ne respectent pas la loi SRU, ils vont devoir, le préfet peut reprendre la main sur les permis de construire, et c'est très bien. Alors, là, à La Réunion, Éric Fontaine, le problème est identique. Je veux dire, les maires qui sont arrivés en mars 2014 ont bloqué aussi les opérations? Non, à ma connaissance, non. On n'a pas eu de situation de ce type à La Réunion, heureusement d'ailleurs. Mais par contre, effectivement, il y a eu une circulaire, un arrêté qui est passé, un décret qui est passé en qui a tout simplement privilégié un certain nombre de communes à La Réunion qui sont passées au-dessous, paraît-il, de la barre des 20%, donc un certain nombre de communes, sauf le territoire du TCO, qui reste au taquet de 25%, tant que ce territoire doit construire 25% de logements sociaux sur son territoire. Toutes les autres territoires de La Réunion sont passés à 20%. On le voit, et là la question s'adresse plus à vous, on voit bien que lorsque l'État met en place des dispositifs où c'est rentable pour les promoteurs immobiliers, on l'a vu nous avec la défiscalisation à La Réunion, il y a une surenchère pour pouvoir profiter des effets d'aubaine, mais après derrière, ce n'est pas du logement social, c'est souvent déguisé, c'est souvent des opérations immobilières où si on se met à la place de ces promoteurs, c'est plus rentable de faire de l'intermédiaire et surtout du résidentiel plutôt que du social. Oui, aujourd'hui, et je le dis régulièrement aux bailleurs, ça ne plaît pas, on est sur des opérations financières, moi ce que j'appelle du business, on fait du business aujourd'hui. Une opération VFA, vente à l'état futur d'achèvement, c'est qu'on achète un immeuble qui n'est pas terminé, on le rachète, mais ces logements sont loués à 9,85 € le mètre carré. Dire qu'aujourd'hui, la classe intermédiaire, il faut bien comprendre les choses, la classe intermédiaire n'a pas non plus les moyens financiers pour payer ces logements. Donc le travailleur n'a pas les moyens pour payer. Donc si le travailleur n'a pas les moyens pour payer, le public RSA n'a pas les moyens, et encore moins les retraités. Donc on est en train de construire aujourd'hui à La Réunion une politique du logement aveugle qui va tout simplement dans le mur. On sait qu'après la défiscalisation, il y avait plus de 5000 logements qui ne trouvaient pas preneur. Aujourd'hui, ce chiffre a encore augmenté. Non, il est légèrement inférieur, il est à 4000 et quelques. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que dans le cadre de la défisc,
90% des appartements construits à La Réunion sont achetés par des gens de la métropole qui n'ont jamais mis les pieds à La Réunion. C'est-à-dire que ces gens ne mettront pas les pieds à La Réunion, c'est un effet d'aubaine, donc ils font de la défisque, et ces appartements, une bonne partie ne sont pas loués. Alors, sur tous les dispositifs qu'on a vus concernant le logement, de manière générale, et le logement social en particulier, qu'est-ce qui a été bon pour le logement social et qu'est-ce qui a été bon pour le logement de manière générale? Ce qui a été bon depuis quand, en fait Depuis, on va commencer les années 80, ça sera pas trop loin. Dans les années 80, en fait, non, dans les années 80, on est sur une pente dangereuse. On est sur une pente dangereuse depuis Monsieur Barre. Monsieur Barre, Premier ministre, en 78, il a remis en question, il a remis en cause l'aide à la pierre. L'aide à la pierre, c'est quoi? C'est une subvention qu'on alloue en fait aux constructeurs, aux HLM, de façon à sortir des logements pas chers. À l'époque, on a favorisé l'aide à la personne. On a dit, écoutez, on va limiter l'aide à la pierre, on va donc sortir des logements. Et c'est pas grave, on donnera l'aide à la personne. Les allocations. Les allocations au logement, les allocations, ce qu'on appelle l'APL. Et en fait, c'était sans compter qu'il allait y avoir une grosse crise économique en France. Et du coup, les aides à la personne ont dû se limiter. Donc, ce qui veut dire que depuis, je dirais, 78, depuis 79, depuis, je dirais, c'est M. Barre, en fait, qui est responsable de tout ça. Et je dirais... la problématique, c'est que les gouvernements successifs, et à part, je dirais, les gouvernements, je dirais, il y a eu un temps là, sous François Mitterrand, où il y a eu des choses intéressantes, notamment pour les rapports locatifs, c'était très intéressant. Sauf qu'au niveau du logement social, par contre, on a été, je dirais, sur une pente très dangereuse, et aujourd'hui, la pente s'accélère. On continue à payer ce qui a été décidé. On continue à payer, et je dirais aujourd'hui, on va, en tout cas, le Premier ministre actuel a annoncé il y a 15 jours au Congrès, en clôture du Congrès USH, qu'aujourd'hui, pour lui, la solution au niveau des HLM, il a employé des mots assez lourds, c'est, je dirais, rente de situation. Pour lui, être locataire en HLM, c'est pas une rente de situation. Je suis désolé, être locataire HLM, c'est pas un privilège, c'est un droit, c'est un besoin. Et je suis très surpris que, je dirais, M. Valls, pour pas le nommer, continue dans la lignée Mme Boutin. Il a parlé parce qu'il y a des élus, il y a des fonctionnaires qui profitent du prix de ces logements pour pouvoir pas payer le loyer trop cher non plus. C'est vrai qu'il y a des situations qui sont à dénoncer. On le voit avec quelques élus qui sont des députés qui louent quand même des HLM. Tout à fait. Bon, il ne faut pas partir, je dirais, sur des petits exemples. Il y a toujours des gens, mais on ne peut pas généraliser, on ne peut pas utiliser des mots aussi forts de rente de situation pour des locataires HLM. Je pense que pour moi, c'est très dangereux. Et ce que je ne voudrais pas dans ce pays qui est la France, c'est qu'on réserve le parc social aux personnes les plus défavorisées. C'est très dangereux, notamment dans la métropole. C'est une question de finance. C'est une question de volonté politique, parce que la finance, on la retrouve, puisque M. Valls, en mois d'août, a annoncé des mesures de défiscalisation pour le privé. Je peux vous dire un chiffre très important, c'est qu'en 2013, toutes les mesures de défiscalisation dans le budget de l'État ont représenté 4 milliards d'euros. Ça veut dire qu'aujourd'hui, donc, toutes les mesures de défiscalisation, comme par exemple le cellier, le Dorobien, la loi TEPA, c'est-à-dire les exonérations pour l'accession à la propriété que M. Sarkozy avait mis en place, le prêt à taux zéro, toutes ces mesures de défiscalisation, et il y en a d'autres également, je ne vais pas toutes les lister, représentent 4 milliards d'euros. Ça veut dire que dans nos feuilles d'impôt, et quand on est locataire HLM, on paye pour le privé. Donc à un moment donné, il faut inverser la tendance. 4 milliards d'euros, quand on dit qu'il n'y a pas d'argent, moi je voudrais bien savoir, je dirais, ce que ça pourrait construire comme HLM, ça. Dans la loi Allure, aujourd'hui, cette loi voulue par Cécile Duflot lorsqu'elle a été ministre du Logement, il y a eu pas mal de critiques. Aujourd'hui, apparemment, il semblerait qu'il y a un recul sur ces dispositifs. Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qu'il faut garder? Et qu'est-ce qui va permettre de faire du logement de manière générale et du logement social? Je crois qu'aujourd'hui, la loi Allure a été plumée par le gouvernement du Premier ministre actuel. Elle ne ressemble plus à rien. C'est-à-dire que ce n'était pas en tout cas l'esprit de la loi menée par Cécile Duflot. Et j'ai envie de dire aujourd'hui, nous ne se retrouvons plus, nous, à La Réunion, on ne se retrouve pas dans cette loi Allure, à aucun niveau aujourd'hui. C'est pour moi une coquille vide. La loi Allure a été
plumés, cassés, démolis par le gouvernement. Qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant selon vous? Il y avait effectivement des mesures d'accompagnement, notamment aussi bien dans le privé, sur les garanties concernant les dépôts de garantie universelle. On avait également des mesures concernant la protection des locataires, donc qui sont... C'est vaste, il faut bien comprendre que la loi Allure est vaste, on ne peut pas l'expliquer en 30 secondes, ça nous demanderait beaucoup plus de temps. En résumé, ce qu'on peut dire, c'est que tous les éléments importants liés aux locataires n'existent plus. C'est tout ce qu'on peut dire. Qu'est-ce qui reste alors finalement? Mais il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien dans cette loi Allure. C'est plus nuancé. C'est plus nuancé. Alors déjà, je dirais, pour nous, la loi Allure, déjà, n'était pas à la hauteur. On voulait une loi véritablement. Je pense qu'on avait suffisamment attendu pour qu'on remette à plat toutes les lois sur le logement et le logement social. La loi Allure, je dirais, mon collègue a raison, puisqu'il dit aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose. Bon, il n'y avait déjà pas grand-chose au départ. Et moi, on a fait en tout cas à la CNL plus de 40 amendements qu'on a proposés aux députés et aux sénateurs, qu'on a envoyés, et on a fait, je dirais des rencontres avec beaucoup de parlementaires pour que justement essayer d'améliorer cette loi. On a obtenu des petites avancées dans cette loi. Mais c'est vrai qu'on est resté sur notre faim. Parce qu'au niveau du logement social, la loi Allure, elle n'a rien apporté, rien du tout. Et les petites avancées, je vais donner un exemple intéressant et qui reste heureusement aujourd'hui, c'est les détecteurs de fumée pour les incendies. Vous savez, ce qu'on appelle les DAF. Et ça, c'est bien une victoire aussi de la CNL parce qu'au départ, la loi Allure ne prévoyait pas que la fourniture soit prévue à la charge du bailleur. Et grâce à notre action, la CNL, on a obtenu que le détecteur de fumée est maintenant à la charge du bailleur. On n'a pas obtenu que la pose soit comprise. En tout cas, la fourniture, c'est à la charge du bailleur. Maintenant, la pose, c'est au locataire au niveau local à se battre pour l'obtenir. Voilà. Alors, sur votre visite, donc, je rappelle donc que vous êtes présidente de la Confédération nationale du logement. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que vous êtes venu faire à La Réunion? Écoutez, je suis venu en campagne électorale parce qu'en fait, il va se passer une grande élection ce trimestre-ci, donc du 15 novembre au 15 décembre, dans tout l'Hexagone, y compris dans les départements d'outre-mer. Il y a des élections dans les HLM et dans les EPL, donc les SEM. On va dire ça. Combien normalement de personnes doivent voter pour ces élections au niveau national? Alors, il y a 10 millions de personnes qui sont en HLM actuellement en France. Quand je dis la France, c'est la métropole et les dom-toms. Voilà. Parce que pour moi, la République, elle est une et indivisible. Donc, il y a 10 millions de personnes qui sont concernées par cette élection. Et je déplore aujourd'hui que la ministre du Logement actuelle, alors que sa prédécesseur nous avait promis une grande campagne de sensibilisation médiatique pour appeler les locataires à voter, eh bien, cette campagne se limitera à un envoi de kit de communication, c'est-à-dire un courrier aux locataires avec un budget qui est prévu de 100 000 euros. Donc on fait le rapport, 10 millions de personnes, 100 000 euros de budget pour la communication. Les Fontaines, combien de personnes vont voter à La Réunion? 60 000, si on compte les logements, on n'est pas un logement près, 60 000 locataires pourront élire un représentant de la CNL lors de ces élections qui auront lieu en fin d'année. C'est important. C'est important de bien préciser qu'il faut que les locataires aient des représentants dans les conseils d'administration, des locataires de la CNL. La CNL défend les locataires. La CNL est le syndicat des locataires. Nous ne sommes pas le syndicat des bailleurs à La Réunion. Nous sommes les syndicats des locataires. Et tous les résultats obtenus par la CNL ces dernières années, sur le remboursement de charges locatives, plus de 700 000 euros remboursés aux locataires, les balcons biodégradables qu'on a eu à Saint-Denis, les logements, les bidonvilles modernes qu'on a constatés au port, le problème de l'amiante, le problème des personnes âgées, et j'en passe, le prix des loyers, c'est le problème que la CNL a porté à bout de bras. Nous n'avons jamais, à un seul moment, écarté notre regard des locataires qui sont abusés en permanence. Je veux dire que c'est le combat permanent qu'on mène, que je mène avec le président de la CNL également, et que nous n'arrêterons jamais. Et c'est important que pour ces élections, les locataires réunionnais se mobilisent. Il y a un travail qui a été effectué. Il faut qu'on intensifie ce travail. Il dit que le prix des loyers reste également une préoccupation permanente. Est-ce que c'est normal qu'à La Réunion, on a des logements sociaux qui sont à 13 euros le mètre carré? 13 euros le mètre carré, c'est un prix supérieur au loyer privé de Saint-Denis. On a bien un souci. Il me disait que la politique du logement, on marche à tête à l'envers. On me disait que, et si on ne réagit pas, aujourd'hui,
on va tout simplement vers une exclusion de ces personnes de ces logements. Comment la CNL peut influer sur la baisse du prix de loyer? Déjà, nous avons réussi, je crois qu'il faut le souligner, un travail extrêmement important qui a été mené auprès de l'ancien président de Sodiac, M. Alarmand, sur des logements du port. Les logements étaient loués à 9,85 €, il y avait 32 logements, 16 n'étaient pas loués, et sur les 16 autres loués, 14 personnes étaient en procédure d'expulsion, ce qui est énorme, énorme. Il y a eu un travail d'écoute auprès de la Sodiac, parce qu'il s'agit de la Sodiac. Ils se reconnaîtront, le groupe La Citronnelle, au port. Au bout de 4 mois de réunion de travail, toutes les procédures d'expulsion ont été arrêtées et le prix des loyers était ramené à 7 € le mètre carré. C'est-à-dire que tout simplement, la Sodiac a préféré louer des logements plutôt que continuer à laisser des logements vides et voir des locataires expulsés et ne plus pouvoir louer les logements. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les logements qui étaient en location, qui ont été construits avec la garantie d'emprunt de la commune, n'a pas fait l'objet de réflexion. Ça veut dire qu'on a une garantie d'emprunt posée par une commune sur un loyer à 9,85 € pour lequel il n'y a pas de locataire. Comment pouvez-vous, par exemple, empêcher des promoteurs immobiliers qui ont loué pendant 30 ans leur logement de refaire après dessus une opération financière, de revendre? Écoutez, ça m'énerve. Je veux dire que c'est exactement le genre de propos qui m'agace. Je veux dire que quand on regarde les logements à La Réunion, au bout de 30 ans, les logements sont payés, largement payés. D'accord? Et on continue. Et c'est totalement insultant vis-à-vis des locataires. Je le vois notamment au Camélia, où on veut faire de la rénovation et on vient augmenter les loyers des locataires de 400%, sur des accords collectifs que la CNL a dénoncés et que nous dénoncerons de toute manière, même s'ils font passer de force cet accord collectif par notre biais. Donc, je veux dire qu'aujourd'hui, et moi c'est le discours que je tiens, lorsqu'on fait une garantie d'emprunt, on ne signe pas un chèque en blanc, on n'achète pas un chat dans un goni, comme on dit à La Réunion. C'est-à-dire qu'on doit être capable, lorsqu'on fait une garantie d'emprunt sur des nouveaux logements, de verrouiller le prix des loyers et en même temps la vente des logements. Aujourd'hui, on ne vend pas les appartements dans les immeubles sous prétexte que le Réunionnais ne peut pas vivre dans une copropriété. Mais on se fout de la tête de qui? Dire que le Réunionnais peut vivre dans une copropriété. Il faut tout simplement prendre le temps d'expliquer aux gens, de les accompagner le temps qu'il faudra les accompagner. Ils vont pouvoir le faire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne vend pas non plus de logements dans les appartements. On ne vend pas d'appartements. On vend quelques appartements, mais très peu. Et je reviendrai juste après, mais je voudrais quand même vous poser cette question-là. On voit aujourd'hui la dégradation. On voit qu'au bout de quelques années, ces logements se dégradent. Oui. Les logements sont moins bien construits, ou vraiment les matériaux ne sont pas bons. Qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, il y a autant de revendications, de demandes pour que vraiment les promoteurs immobiliers respectent la loi, au moins en matière de construction? Alors, ce qui manque, c'est un suivi, déjà, je parle des logements sociaux, un suivi des CESE de l'État. L'État ne peut pas continuer à prendre la LBE sur les impôts des administrés, donc à continuer à donner des subventions sans aucun suivi. Vous savez que lorsqu'on épingle un bailleur, je prends Saint-Madère, qu'on a épinglé sur Sillaos, qui doit démolir 50 logements. Là, les logements ont été construits, n'ont pas été livrés. On va démolir. Pourquoi? On fait quoi? Pourquoi ça a été... Parce qu'il y avait des malfaçons, parce que l'expert qui est passé a dit qu'on ne peut plus rien faire, il faut démolir. Le groupe RBS-PNC a 144 logements, 500 habitants dans ce groupe d'habitation. Est-ce qu'on ferait normal que des gens ont vécu dans ce bidonville moderne, cet immeuble de la honte, pendant des années? Il a fallu de l'intervention nationale pour qu'on rétablisse la vérité, qu'on vienne nous dire que l'immeuble effectivement va s'effondrer. Vous vous rendez compte? L'immeuble allait tout simplement s'effondrer. Et en attendant, ce bailleur social a perçu les crédits de la LBU, il ne va pas rembourser la LBU. Moi, je pose la question différemment. Si c'est un bailleur privé qui a un prêt immobilier et qui doit démolir son logement, est-ce que à un moment donné, le banquier ne va pas lui demander des comptes? Il y a bien un souci. Et vous savez que sur la garantie d'emprunt, sur le contrat de la garantie d'emprunt, il est écrit noir sur blanc que si effectivement c'est un logement qui est appelé à être démoli pour vétusté, on est tenu de rembourser le prêt. Alors ce problème-là, on le voit aussi au niveau national? Alors c'est très spécifique que je pense à La Réunion. Moi je voudrais revenir quand même sur les administrateurs parce que je crois qu'on n'a pas peut-être compris la possibilité. Vous parliez comment on peut faire baisser les loyers. Les administrateurs, donc on a déjà 800 administrateurs sur toute la France. Il faut savoir qu'il y a 700 listes en 2010 qui étaient possibles d'être déposées et on a 800 administrateurs, ça veut dire qu'on a, quelquefois, chez les bailleurs, on a 2 ou 3 administrateurs CNL. Je pense que les locataires, ils doivent s'organiser et résister en fait à ça et accompagner la démarche des représentants de locataires. Et par exemple, là, on va bientôt voter pour les budgets et les augmentations de loyer. Il faut savoir que les administrateurs CNL sont les seuls à voter contre les augmentations de loyer. Ça, c'est du concret. Et je dirais, c'est directement pour, le porte-monnaie des locataires. Le problème, c'est que les locataires, les représentants locataires, sont tout seuls dans le conseil d'administration. Ils sont minoritaires. Donc il faut arriver à convaincre les autres représentants
dans le conseil d'administration, donc des élus ou je dirais des personnalités, pour qu'ils comprennent que là aujourd'hui, les locataires n'en peuvent plus. Et là, que ce soit en métropole ou à La Réunion, le pouvoir d'achat en ce moment des Français, il est en réduction, est en baisse, avec les impôts qui ont augmenté, et je dirais tout ce qui a augmenté au niveau de la charge logement. Donc véritablement, moi, j'incite pour que les locataires ils aillent voter pour des représentants efficaces dans les conseils d'administration. Alors, si Mme Pinel ne veut pas faire campagne, nous, on fait campagne à la CNL, puisqu'on a mis en place une petite bande dessinée avec Isabelle, José et Karim, qui sont en fait des locataires, et un représentant de locataire au milieu, c'est José. Et vous verrez, vous allez découvrir l'histoire, et vous l'avez déjà sur notre site internet, l'histoire de ces locataires qui se mobilisent avec la CNL pour gagner. Il y a cette réalité, en 2013, 18 millions d'impayés de loyer à La Réunion. Comment ça va se résorber, ce problème? Si on n'arrive pas effectivement à remettre en place une gestion rigoureuse sur le prix des loyers, la situation ne va pas s'arrêter. Je l'ai dit tout à l'heure, on aura 20% de retraités supplémentaires dans les logements. Les retraites, les salaires diminuent, donc les gens arrivent généralement à 900, 800 euros pour ceux qui ont bien travaillé, avec un prix de loyer à 600 euros. On fait quoi? Le prix du loyer est pratiquement l'équivalent de la retraite. On parle des impayés, est-ce qu'on parle des expulsions? Des expulsions, on arrive encore à canaliser à La Réunion, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi je pensais à ça sur la route tout à l'heure, les chiffres de l'État deviennent opaques. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de mal à avoir des chiffres sur le logement à La Réunion. On ne sait plus aujourd'hui concrètement, est-ce que on a quelque part un endroit où c'est écrit combien d'expulsés on n'a plus. On n'a pas de repère aujourd'hui de la part des services de l'État sur le prix des loyers, sur le suivi. Donc il faut, nous, qu'on mette tout en œuvre pour que le prix des loyers s'arrête, on arrête d'augmenter, parce qu'on parle du prix du loyer, il faut dire, il y a aussi les charges locatives. Et quand nous, on se bat pour faire baisser les charges locatives, il ne faut pas non plus qu'à travers une autre dépense des charges locatives, la taxe d'ordure ménagère augmente également. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir dans des communes, par exemple, le passage de camions poubelles qui diminue de 50% et la taxe d'ordure ménagère qui augmente. Mais qu'à un moment donné, je le dis et je le répète, on marche sur la tête, mais que c'est un combat global qui doit être mené. Il faut qu'il y ait une mobilisation forte des locataires. Il faut qu'en 2014 et 2015, les locataires reprennent la parole. On arrive à faire des débats de cause, on discute, on met sur la table les problèmes et on fait avancer les dossiers. C'est comme ça que je vois les choses en tout cas. Alors, je reviens sur ce qu'on appelle, je disais, les expulsions. Est-ce qu'aujourd'hui, la souffrance des locataires, des foyers, sont vraiment si dramatiques que ça, au point où vraiment il y en a on le voit lorsque la présidente du Conseil général était là, on parlait du FSL pour permettre de payer le loyer que ne peuvent pas payer les gens. Aujourd'hui, c'est une réalité que vous rencontrez? C'est cette réalité, mais il y a ce qu'on a aussi, c'est que le FSL n'est pas adapté à la situation réunionnaise. C'est-à-dire le FSL aujourd'hui, il est trop ciblé sur le public RSA. Le public RSA a besoin de cette aide. Ça, cet compte-là ne me remet pas en cause, on est d'accord. Mais tous les jeunes retraités, tous les salariés, aujourd'hui, ne disposent pas de ces aides. Aujourd'hui, on est en train de créer un système qui fait que celui qui travaille, il se sent pénalisé. Il n'a droit à rien. Il faut, c'est pour ça que j'ai dit plusieurs fois, qu'on revoie le fonctionnement de la politique du logement à La Réunion adapté à la situation locale. On ne peut pas continuer, on continue sur cette voie. Moi, il y a 2 mois cela, j'ai accompagné un couple, une mère de famille et un fils, son fils, qui ont été expulsés sur Saint-Denis, expulsés d'un logement social. Il a fallu effectivement trouver des logements. Ça aussi, c'est pas normal. C'est pas normal que les services de l'État expulsent les gens et les envoient dans la rue. Expulsé, il faut retrouver un logement. S'il ne peut pas payer un logement, vous la mettez dans un autre logement? Non, mais qu'il ne faut pas prendre le problème dans ce sens. À chaque fois qu'il y a une expulsion, il faut aller rechercher le problème. Et bien souvent, on se rend compte que c'est le prix du loyer qui n'est pas adapté aux revenus. Autrement dit, vous avez 800 euros d'une personne âgée, retraitée, cas véridique, 15 000 euros de dette de loyer. Elle était d'un loyer de 900 euros, logement social. 900. Logement social. C'était quoi comme logement? C'était un T3, T4 sur le port. Un logement social à 900 euros? Oui, les logements sociaux coûtent 985 euros aujourd'hui. Les logements sociaux. C'est plus un logement social. Et c'est ce combat qu'on mène depuis des années. Vous savez qu'aujourd'hui, le prix du social à La Réunion est quasi équivalent à celui du privé. On a encore des bailleurs qui sont sur des prix inférieurs, comme la Cédrée, qui sont sur des prix inférieurs. Mais vous avez notamment les fameux VFA, dans lesquels on parle de logement intermédiaire, qui, eux, dépassent les 9,80 euros le mètre carré. Et je le répète, et je redonne ce chiffre, qu'on met bien à la tête des Réunionnais, 13 euros le mètre carré d'un logement social à Saint-Denis, on a bien un souci.
Ce n'est pas le prix d'un logement social. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est qu'on a vu un reportage à la télé au niveau national. On dit qu'il faut trois fois le montant en salaire, 3 fois le montant du loyer pour avoir accès à un logement. Là, une dame qui gagne 800 € pour sa retraite, qui paye un loyer de 900 €, comment ça se fait? C'est normal parce que quand elle est rentrée dans cet appartement, elle touchait 1500, 1800 €. Elle était salariée. Elle a vieilli entre-temps. Donc elle touche une petite retraite. Son enfant qui a plus de 21 ans ne touche plus l'allocation logement. Donc c'est une évolution même de la situation financière de la personne. Qui n'est pas pris en compte. C'est qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à se projeter dans le temps. On n'est pas capable d'anticiper sur les décisions à prendre. Vous voulez dire? Impayés, expulsion. Impayés, je dirais, le premier problème des impayés, c'est le niveau des loyers. On vient de le démontrer. Les loyers sont trop chers en France. Et l'expulsion, il faut que dans ce pays riche, qui est la France, ce mode barbare de traiter un problème soit révolu. Oui, mais attendez. Alors on a des idées. On va essayer d'être objectif. On se met à la place d'un propriétaire qui a construit une maison, qui veut louer pour pouvoir se trouver des moyens de s'en sortir. On peut comprendre aussi que lorsque le locataire ne paye pas, qu'il s'en aille. Et souvent, la procédure aujourd'hui est plutôt en faveur du locataire que du propriétaire. Donc, moi, je pense il faut aussi se tenir compte de ça. Un propriétaire qui n'a plus de loyer pour payer ses traites, il se retrouve un petit peu dans l'embarras. Là, ce que vous dites, en fait, c'est d'accepter le principe que le logement est une marchandise. Ah non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il faut aussi se mettre aussi dans la réalité du propriétaire. On se met dans la réalité du locataire, d'accord, mais aussi du propriétaire. Alors, on va se mettre dans une réalité et on a une proposition qui n'a pour l'instant pas été retenue, notamment dans le cadre de la loi Allure, parce que quand Mme Duflot a proposé sa GUL, la garantie universelle des loyers, c'était pour faciliter l'accès au logement pour tous. Cette GUL, la CNL l'a fortement critiquée, puisqu'en fait, c'était pas, je dirais, à l'époque, on disait qu'on allait déresponsabiliser le locataire du paiement du loyer. C'est parce que, je dirais, les journalistes n'avaient pas bien lu ou pas bien compris, je dirais, le sens de la GUL. La GUL, c'est simplement un transfert de créances entre le propriétaire et l'État. C'est-à-dire que le locataire, il devait toujours son loyer, non plus à un propriétaire, mais à l'État. Nous, ce qu'on propose à la CNL, c'est autre chose. C'est véritablement une sécurité sociale du logement. Dans la loi Allure, c'était de l'État de compenser, c'était ça. Ah non, l'État, il ne payait pas à la place du locataire. Hein. L'État, il avançait les fonds aux propriétaires, et après, l'État réclamait, le Trésor public, avec toute la puissance qu'il avait, réclamait aux locataires son dû, le dû. Donc nous, ce qu'on propose à la CNL, c'est une véritable sécurité sociale du logement. Je vais prendre un exemple très simple et tout le monde pourra comprendre. On prend le système de l'ACEDIC. On voudrait un système parallèle, je dirais, au système d'assurance chômage, où c'est bien cofinancé, ce système d'assurance chômage, il est cofinancé entre employeurs et salariés. Eh bien, on fait la même chose pour le logement. On va dire une caisse de solidarité, je dirais, mutuelle, dans laquelle, en fait, on peut, en fonction des accidents de la vie, parce que là, par exemple, l'exemple de la dame qui perd son emploi ou qui perd, je dirais, voilà, donc on repère bien des cas d'accidents de la vie, décès, maladie, etc., perte de travail. On indemnise, mais de façon, je dirais, définitive. On indemnise le locataire, je dirais, pour, l'aider à ne pas tomber dans la spirale infernale de l'impayé. On l'indemnise sur une durée limitée, donc, je dirais, pour passer un mauvais temps, donc 1 an, 2 ans, et on l'indemnise pas en totalité, sur une partie du loyer. Et comment on finance ce fonds? Tout simplement, avec l'argent, on demande aux bailleurs de contribuer parce qu'on solvabilise leur loyer, et on demande aux locataires de payer aussi. Comment ils vont payer les locataires? Nous, on a trouvé la solution. Les dépôts de garantie actuellement représentent dans le parc social 1,3 milliard, 1,3 je dis bien 1,3 milliard. On place cet argent sur un gros, place cet argent sur un gros livret A, par exemple, un gros livret de caisse d'épargne. Ça rapporte de l'argent, et cet argent, il sert à alimenter la sécurité sociale du logement qui bénéficiera à tous, y compris les dépôts de garantie du privé. Et ça veut dire que là, on a une véritable solidarité nationale, et on est bien entre le privé et le social, parce que pour l'instant, je dirais, la GUL en plus ne s'appliquait pas au parc social. Vous n'avez pas non plus l'impression que vous risquez aussi de créer
un précédent, parce qu'en créant cette sécurité sociale du logement, vous avez peut-être donné aussi envie aux gens à ne plus payer leur loyer et de compter là-dessus. Vous savez, les gens qui ne payent pas leur loyer, c'est parce qu'ils ne peuvent pas le payer. Il y a toujours le cas du locataire qui va être de mauvaise foi. Il y a toujours le cas. Mais il ne faut jamais prendre la généralité. Moi, je n'ai pas le montant global des impayés au niveau national, j'ai le pourcentage. Ça représente 2%. 2%. Donc, je pense que véritablement, il ne faut pas focaliser les locataires qui ne peuvent pas payer leur loyer, qui ne payent pas leur loyer. C'est majoritairement des gens qui ne peuvent pas le payer. Parce qu'il y a beaucoup de locataires qui, tous les mois, se sacrifient sur la nourriture, sur les loisirs, sur la voiture, sur l'essence, pour ne payer le loyer en priorité. Donc je pense qu'il ne faut pas faire un procès d'intention aux locataires, je pense qu'ils sont beaucoup de très bonne foi. On a profité du fait que le maire de Salazie ne sera pas là finalement pour déborder un petit peu, on arrive presque à 40 minutes de discussion. On va conclure, je voulais vous demander qui vous allez rencontrer, d'abord vous, qu'est-ce que vous allez rencontrer pendant votre séjour? Écoutez, j'ai déjà rencontré beaucoup de gens, j'ai rencontré... je parle des collectivités. Les collectivités, donc je vais rencontrer demain donc la DREAL, je vais rencontrer aussi, j'ai rencontré le maire de Sainte-Suzanne, je ne me trompe pas parce qu'il y a beaucoup de saints ici. Et vous allez rencontrer les autres maires aussi? Alors j'espère les rencontrer samedi parce que samedi il y a une grande réunion donc à la médiathèque de Sainte-Suzanne sur je dirais l'habitat économe et on va parler beaucoup de problèmes de logement et je pense qu'il y a beaucoup de maires qui vont venir débattre avec nous et débattre avec la CNL. D'accord. Éric Fontaine, dernière question pour vous. Aujourd'hui, le logement, est-ce qu'il faut vraiment mobiliser les locataires pour que ça change? Il faut une mobilisation. Déjà, il y a déjà une prise de conscience des locataires réunionnais. Il suffit d'écouter les médias globalement, toute la journée on les entend. Il y a une prise de conscience. Cette prise de conscience, elle va tout simplement augmenter tous les jours parce que les gens paient un loyer. Et je le dis et je le répète, le bailleur a des obligations. Ils doivent respecter ces obligations vis-à-vis des locataires. On parlait d'endettement, il y a des plans d'appuyement. Et bien souvent, les plans d'appuyement ne sont pas adaptés aussi à la situation financière de ces locataires. Donc, les locataires aujourd'hui se mobilisent, mais ne trouvent pas obligatoirement d'écoute chez les bailleurs. Et c'est là le véritable problème. C'est qu'on va tourner en rond, on va jouer avec ces locataires. Et ça devient insupportable. La question est pour vous, même si c'est pour l'ensemble du territoire. Le départemental, c'est 2015. Le logement, c'est aussi le Conseil général. Qu'est-ce que vous, en tant que citoyen, vous dites aux élus, aux futurs conseillers départementaux, qu'est-ce qu'il faut faire en matière de logement? Je vais anticiper également sur les régionales, parce qu'en 2015, on aura les 2 élections. Et je pense déjà qu'il faut qu'on remette sur la table, à plat, ces fameuses garanties d'emprunt. Il faut avoir plus de lisibilité sur les fameuses garanties d'emprunt. On parle du dépôt de garantie, mais effectivement, j'avais aussi, bien sûr, et c'est normal, une vision plus personnelle sur le dépôt de garantie, pour permettre d'avoir un fonds spécifique à La Réunion, notamment sur l'accession à la propriété, notamment sur le programme LES. Donc, on est sur ça également. Il faut qu'on revoie le FSL, il faut qu'on revoie le dépôt de garantie qui rapporterait un certain nombre d'intérêts et aiderait les gens en accession à la propriété et globalement remettre la politique du logement, je le répète, à plat. Éric Fontaine, merci. Donc, je rappelle que vous êtes administrateur de la Confédération nationale du logement. Elie Jacquemart, merci. Vous êtes donc le président de cette Confédération nationale du logement. Merci d'avoir répondu à nos questions. Le sujet est très vaste et je pense qu'on aurait eu encore beaucoup de choses à dire. Il y a le maire de l'entre-deux qui attend derrière la porte. Donc, je vais vous demander donc de regagner la sortie. Nous allons donc passer au prochain. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Allez-y, bonne soirée à vous. Donc, on va nous continuer. Donc, on va recevoir donc Bachir Vali, l'ancien maire et surtout le futur nouveau maire de l'entre-deux. Sa liste a été élue dimanche, donc lors du premier tour de l'élection municipale à l'entre-deux. Un succès plus large que celui de mars 2014, de cette année d'ailleurs. Donc bonsoir Bachir Vali. Bonsoir. Alors, 61%, plus de 61%. Vous aviez dit au moment où je vous avais posé la question, vous avez dit il y a un sentiment d'injustice. C'était un sentiment d'injustice. La réaction de la population pour vous, 61%, c'était lié aussi à ce sentiment d'injustice? Oui, tout d'abord, je profite de l'occasion d'être devant la télé pour remercier la population qui s'est portée sur ma liste et qui nous a brillamment, en tout cas, élus ce dimanche. Et aussi un petit coucou à une petite fille qui m'a fait un beau dessin cet après-midi, Kimberley, donc je profite de l'occasion de la remercier.
61% effectivement, donc c'est un résultat flatteur. C'est vrai, en votre mars... meilleur score, je crois, au municipal, non? Pardon? C'est votre meilleur score au municipal. Au premier tour surtout, parce qu'il y avait quand même 4 listes sur la ligne de départ, comme en mars. En mars, donc, on avait fait 50,33%, donc il y avait quand même un écart de 16% avec la deuxième liste. Cette fois-ci, 61... Il y avait 600 voix. 650 voix. Cette fois-ci, il y a eu un écart de 1650 voix avec la deuxième liste, ce qui correspond... Qui était à 18%. À 18%, ça fait du 42-43% à peu près. Donc vous imaginez bien qu'aujourd'hui on est très très satisfait. Donc sentiment d'injustice effectivement en mars, effectivement quand on a appris que les élections étaient annulées sur 2 points, les points 5 et 8 si je m'en souviens. C'était quoi 5 et 8 Il s'agissait d'un repas qu'on avait organisé pour les personnes âgées. Donc comme il y avait le cyclone en janvier, donc le repas a été reporté en février, proche des élections, donc ce qui a eu un caractère publicitaire. Et un deuxième point, c'est une réunion de quartier qui s'est fait au mois de novembre 2013, tout en sachant que la fréquence des réunions de quartier se fait toute l'année. Donc voilà pourquoi est-ce qu'on avait ce sentiment d'injustice. Donc à partir de là, donc la première volonté de mes colistiers, c'est de partir au Conseil d'État. Donc nous avons enclenché le processus de partir au Conseil d'État et au fil des jours, donc vous êtes désisté. Au fil des jours, on a rencontré la population et la population nous a dit en créole, le fait, les choix en bas tout de suite. Voilà. Donc à partir de là, vous savez que c'est la voix populaire qui compte. Donc on a pris cette décision de suivre la volonté de la population et ça s'est traduit dans les urnes ce dimanche. Ça a été stratégique en tout cas. Vous êtes dans la dynamique de victoire, il ne fallait pas laisser tomber. C'est vrai. Donc, et je pense aussi, ce qui nous a aussi influencé dans le choix, c'est de dire que voilà, 2 élections dans la même année, ça fait perdre beaucoup de temps puisque nous avons beaucoup de dossiers qui sont en attente, notamment je pense sur des sujets des dossiers qui sont très importants, le plan de prévention des risques, le PLU qui s'ensuit après. Et puis des dossiers auxquels, si on n'enclenche pas l'appel d'offres, on risque de perdre les fonds. Donc il y a tout ceci. Ça a été un peu surprenant parce que personnellement, moi je pensais que les partis opposants à votre majorité seraient venus défendre leur candidat. On n'a pas vu beaucoup de monde. On a vu bien sûr PLR. Gadot était sur le terrain. En tout cas, je ne sais pas si vous l'avez croisé, mais en tout cas, il était sur le terrain. Mais on n'a pas vu d'autres. On n'a pas vu d'autres partis venir essayer ne serait-ce que de vous ébranler un peu, quoi. Le centre droit, on a vu le message de Nassim Ananar, de Jean-Paul Virapoulet, mais les autres candidats, on ne les a pas vus très, très, très soutenus, apparemment. Ça veut dire que vous faites peur à vos opposants ou à leur parti? Je ne pourrais pas, en tout cas, dire que je fais peur à mes opposants, mais toujours est-il que je suis un élu, je dirais, qui s'entend avec tout le monde. Donc à partir de là, je pense qu'il n'y a pas cette volonté de venir sur le terrain entre deuxièmes et puis de contredire un peu tout le travail qui a été effectué par mon équipe. Je pense qu'il y a ça aussi. C'est pour ça qu'on est au centre. Vous serez élu maire... Demain, c'est l'intronisation du maire et des agents. Donc officiellement. Aujourd'hui, si on regarde la carte du Sud, le tampon, André-Tianacoune, centre droit, quelqu'un avec qui vous êtes proche. Vous, aujourd'hui, vous confirmez. Si on regarde Saint-Pierre à droite, UMP, la position du maire de Sillaos reste à droite, mais un peu centriste. Le maire de l'Étang-Salé, UMP, est également centriste. Là, le centre droit dans le sud, ça commence à prendre? Comme dans toute l'île de la Réunion, je pense. Alors, dans ce cas-là, on va parler de Saint-André, de Saint-Paul, où le centre droit s'implante effectivement. Le centre droit est bien implanté dans la ruralité, en général. Saint-André, Saint-Paul, c'est pas trop la... Non, je veux dire la ruralité, les communes rurales. Je pense à Salazie, l'Entre-deux, les petites communes des Hauts, Saint-Philippe. Finalement, si on regarde, la première force politique, elle n'est pas structurée, mais la première force politique aujourd'hui à La Réunion, c'est bien le centre droit. Écoutez, tout d'abord,
faisons un petit flashback sur le plan national. En 2007, Nicolas Sarkozy, candidat de droite, a été élu. Puis ensuite, en 2012, il a été battu et c'est un candidat de gauche qui est élu. Au bout de 2 ans, donc je ne vais pas refaire l'histoire, donc tout le monde le sait dans quelle situation se trouve notre pays. Et donc, aujourd'hui, quelles sont les forces qui restent en présence? Donc, on a vu dans les sondages, il y a quand même les forces, les partis d'extrême qui arrivent quand même à un score qui est inquiétant. Et ensuite, forcément, donc, il y a la voie du centre droit. Donc, plus que jamais. Et localement, les dernières élections municipales, donc, nous avons pu voir aussi que des communes comme Saint-Paul, Saint-André, le Tampon, eh bien, ce sont des grandes communes, hein, donc il y a eu un retour des anciens, il faut le souligner. Et aussi, je dirais, les forces des petites communes qui sont là aussi. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, avec les deux courants, il y a 2 courants. Hein, donc, il y a le courant centre droit et centre droit Nassima Dindar et x5 qui n'est pas encore clair au jour d'aujourd'hui. Alors, si on additionne tout ça, ça fait une belle force politique à La Réunion. Alors, la question était posée déjà en 2011, après les élections cantonales, qui vont devenir les départementales en 2015. Il y a eu la création d'un groupe, donc au Conseil général, autour de Nassima Dindar, ce qu'on appelle les modérés finalement. La droite, donc modérée, parce que Nassima Dindar était à l'UMP. Droite sociale, LPA, voilà, centre, sans étiquette comme moi. Voilà, on a vu, y compris du centre, Thierry Robert, le maire de Sainte-Rose, Bruno Mamadi-Pajani. On a vu ce centre se créer autour de Nassima Dindar. Aujourd'hui, est-ce que ce centre doit se structurer, doit essayer d'avoir une idéologie, d'avoir des projets? Plus que jamais. Je pense qu'aujourd'hui, écoutez, M. Ramouzou, je viens d'une campagne électorale au plus près de la population et j'ai pu mesurer, je dirais, les inquiétudes de la population. Problème du chômage, problème de nos jeunes qui sont diplômés, qui n'ont pas de perspective. L'agriculture, parce que nous sommes dans la ruralité, quel est l'avenir de l'agriculture? Comment est-ce qu'il faut reconquérir les terrains agricoles, tout en sachant qu'il faut aussi, d'un autre côté, prévoir, parce qu'il y a quand même une démographie galopante, du moins chez nous. Donc il y a tous ces enjeux-là. Et avant de parler je dirais, de force politique, ce qui est intéressant, c'est de savoir comment est-ce qu'on va recenser toutes les problématiques que nous avons et ensemble mettre un vrai projet cohérent pour notre département. La droite, pour vous, le centre droit doit se structurer autour d'un projet? Mais bien sûr, parce que c'est la force politique qui est aujourd'hui, je dirais, en première position dans notre département. Donc à partir de là, il y a beaucoup d'attentes au niveau de la population et donc il faudrait que ce projet soit un projet qui, en tout cas, fera décoller en tout cas notre département parce que, vu la situation de crise économique et sociale que nous traversons, il est urgent et important que nous prenions vraiment notre destin en main. Vous êtes également délégué, vous êtes tous également conseiller général et également donc délégué aux finances, c'est ça, au conseil général? Tout à fait. Et aujourd'hui, on voit les dotations se réduire, il y a moins de moyens. Comment définir un projet? Parce que ça, c'est une étape apparemment dans chaque parti aujourd'hui, parce qu'il y a les départementales et les régionales l'année prochaine. Et il y a eu cette proposition d'union à droite, centre droit. Il y a également ce que dit Thierry Robert au centre, un peu plus au centre. Comment définir le centre droit? Je parlerai tout d'abord du Conseil général. Effectivement, vous savez que depuis 2004, effectivement, l'État ne compense plus, en tout cas, les dépenses sur toutes les allocations sociales. Et donc c'est une difficulté et plus que jamais, donc le Conseil général puise dans ses réserves, d'année en année on puise dans nos réserves et aujourd'hui on arrive dans une situation qui en tout cas nous fait réfléchir dans le sens où allons-nous trouver des nouvelles recettes tout en sachant que nos entreprises sont dans des difficultés
On sait très bien que ce sont les entreprises qui payent des taxes et ce sont les taxes qui font fonctionner les collectivités. Quid de ce problème-là aujourd'hui? Donc effectivement, il est urgent, je dis urgent, que tout le monde se mette autour d'une table et qu'on fasse vraiment de vraies propositions parce que la population attend des propositions et non pas, je dirais, des discours sur l'union. Qui n'est pas, à mon sens, la bienvenue aujourd'hui, parce que quand on parle d'union, il faut donner déjà l'exemple. Je me souviens que sur le tampon, par exemple, il y a eu dans un premier temps les législatives en 2012, où M. Tianakoun est arrivé en tant que candidat du centre droit en meilleure position. Il n'y a pas eu, je dirais, une volonté des partis de droite de le soutenir. Idem pour mars 2014, M. Tianakoun est arrivé en tête, mais finalement, donc, il a réussi son pari. Je prends le cas sur l'entre-deux. Le cas de l'entre-deux, pour cette élection, c'était l'occasion justement de démontrer cette volonté d'union. Comme vous l'aviez dit tout à l'heure, donc il n'y a pas eu une mobilisation sur ma candidature, et pourtant je suis le maire sortant. C'est vrai que dans les listes qui étaient, enfin les têtes de liste qui étaient présents pour ces élections-là, il y a eu une conseillère générale qui était en deuxième position. Régionale, pardon, qui était en deuxième position, et la liste a terminé troisième. Donc peut-être que ce sont des éléments qui ont fait que les gens n'ont pas voulu se prononcer. Mais toujours est-il qu'il faut donner des signaux. Déjà. On a vu aussi des problématiques après mars concernant la MDR, là, concernant le CDG. Ça a commencé par le centre de gestion, effectivement. Le CDG. Ouais. Je pense que quand on veut faire l'union, il faut passer à l'acte. Et non pas, comme j'ai entendu récemment, parce que j'étais en plein dans la campagne, donc je n'ai pas suivi un peu l'actualité politique en dehors de l'entre-deux, des arrangements qui se font à l'arrière-cuisine, par exemple, et des accords, des signatures, mais je peux vous faire une révélation, dans 2 mois, on ne parlera plus de ces accords et de ces signatures. Ah bon? Je vous fais des révélations, parce que je sais que ça ne tiendra pas. Vous pensez à ce qui s'est passé avant les municipales, c'est-à-dire en 2013, c'est-à-dire cette recherche d'union, surtout sur Saint-André, sur le tampon, sur Saint-Denis et sur Saint-Paul? Voilà. Tant qu'il n'y aura pas une volonté de mettre de côté des rivalités de personne à personne, l'union va être très difficile. Je dirais même que si on arrive à maîtriser l'ego des uns et des autres, et des fois l'union ne se fait pas pour une personne, entre 2 personnes. Pour vous, ça ressemble plus à un partage de pouvoir, c'est-à-dire qu'on laisse la départementale, le conseil général à Nassima Dindar et on garde le conseil régional à Didier Robert. Pour vous, c'est ça? Ben, c'est flagrant quand même, donc il n'y a pas photo. Mais là, je veux dire que c'est la population qui vote, donc il faut tenir compte de la volonté populaire à ce moment-là. Et la volonté populaire pour vous, c'est de faire quoi? La volonté populaire, c'est de s'occuper des vrais problèmes de notre pays, voilà, tout simplement. Alors aujourd'hui, vous revenez donc sur la scène politique, vous ne l'avez jamais quittée, vous êtes à nouveau maire. Vous, qu'est-ce que vous allez faire? Quelle action allez-vous mener justement avec ce centre droit? Qui allez-vous rencontrer? Quelles discussions allez-vous mettre en place justement d'abord sur le conseil général, les départementales 2015, on va y revenir, et sur les régionales? Qu'allez-vous faire là-dessus déjà? Ben, comme je vous dis, hein, donc, je suis dans une petite commune rurale. Donc, comme je vous dis, il y a énormément de difficultés auxquelles nous devons faire remonter. À partir de là, véritablement mettre en place un vrai projet politique. Ensemble, essayer de discuter pour que ce projet politique prenne forme avant les élections et non pas après. Une question personnelle, est-ce que vous pensez que Jean-Paul Virapollet ferait un vrai chef à ce centre droit? Ce serait quelqu'un qui pourrait créer une dynamique, entraîner les gens avec lui, parce qu'il a un charisme, il a un passé politique? Jean-Paul Virapollet, c'est un homme politique qu'on ne découvre pas. C'est quelqu'un qui a un passé politique et qui a quand même, je dirais, travaillé pour La Réunion. C'est quelqu'un qui a une force extraordinaire. Dans ce centre, il y a plusieurs personnalités qui
qui, comme Jean Virin-Poulet, pourra apporter, je dirais, ses idées pour construire ensemble, je dirais, la réunion de demain. Alors, je vais revenir sur les départementales 2015. Votre canton, vous, c'est aujourd'hui Cilaos, l'entre-deux, et un bout de la rivière Saint-Louis. Le challenge est beaucoup plus difficile. Le challenge est beaucoup plus dur, effectivement. Donc, il nous reste quelques semaines, quelques jours pour discuter avec les forces en présence, tout en sachant que je suis aussi président des petites communes rurales, donc je connais les problématiques. Nous avons quand même des atouts. Je veux parler des atouts au niveau du tourisme, même si aujourd'hui on remarque qu'il y a une baisse au niveau touristique. Des atouts, je dirais, environnementaux, des atouts au niveau de... Juste une question sur le tourisme. L'aéroport de Pierrefonds, pour vous, c'est une porte d'entrée sur le sud et pour le tourisme? Effectivement, donc là aussi c'est une nécessité, c'est une priorité pour que les élus du Sud, de tout parti confondu, oui, voilà, et bien qu'on se mette d'accord sur les enjeux pour que enfin qu'on fasse le nécessaire pour l'extension de Pierrefonds, mais aussi le quai de débarquement. Et je peux vous dire que un quai de débarquement à Saint-Pierre ou ailleurs? Saint-Pierre-Saint-Louis. 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 Donc voilà. Donc ce sont des enjeux qui sont vitaux. Sur l'aéroport de Pierrefonds, Didier Robert dit qu'il est d'accord pour continuer le projet, mais il veut une gouvernance régionale. Ça vous embête? Oui, quelque part, je pense que nous, dans le Sud, on a quand même des hommes qui sont responsables et que nous connaissons nos vraies problématiques et que nous sommes amenés justement, en tout cas, donner plus de chance à la proximité des élus pour, en tout cas, pour la gestion, en tout cas, de ces infrastructures. Mais ces outils auxquels nous devons impérativement développer, ça va être une chance pour le développement de toutes les communes du Sud. C'est à partir de là que on pourra véritablement parler de développement économique. Alors, je reviens sur le départemental. Je vous ai dit donc, aujourd'hui, votre canton, c'est donc Cilaos, l'entre-deux et Rivière Saint-Louis. Ça fait plus de 32 000 à peu près. L'entre-deux, c'est combien de votants? 5 004 à peu près. Donc, il y en a plus à Rivière Saint-Louis, alors? Rivière Saint-Louis, 17 000, je pense. Et puis Cilaos, 4 à 5 000, voilà. Alors, avec qui allez-vous composer? Avec qui discutez-vous pour voir, d'abord pour trouver le bon tandem pour aller à ces départementales? Écoutez, déjà, je vais discuter avec les collègues du centre, tout simplement. Et puis, on verra. Ensuite, il y a quand même, je pense, des gens qui sont sans étiquette, des gens qui ont envie de faire de la politique. Je pense à la jeunesse. J'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont demandé à ce qu'on rencontre, qu'on discute sur la projection de ces élections. Donc là, il faut impérativement que la commune de l'Entre-deux ait au moins un représentant ou une représentante. Ça veut dire que vous pouvez envoyer quelqu'un d'autre? On va mesurer les forces, on va échanger avec les populations. Moi, je suis prêt à aller rencontrer la population de Cilaos comme à la rivière Saint-Louis pour voir quelles sont leurs attentes. Donc à partir de là, nous allons nous faire une idée et puis pourquoi pas, en fonction de leur volonté, se positionner. Mais pour le moment, je vais vous sur Saint-Louis, vous préférez discuter avec Patrick, qui a oublié le nom du maire de Saint-Louis. Patrick Mallet ou Pierrick Robert? Tous les deux, entre deux. Tous les deux. Je suis entre deux, tous les deux, pour les deux. Et quel est le plus proche du centre? Bien sûr, c'est une occasion de réconcilier le centre. Ça veut dire aussi que vous allez rencontrer le maire de Cilaos. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas? Et le maire de Cilaos? Le maire de Cilaos, tout à fait, je le rencontrerai. D'accord. Dernière question là-dessus. Ma question, ce serait de voir qu'aujourd'hui, vous repartez finalement pour une prochaine élection. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte que la Réunion est dans une situation où elle doit absolument trouver, je dirais, un projet collectif au-delà de la politique? Effectivement, donc moi j'ai rencontré beaucoup de chefs d'entreprise qui nous ont fait part
de nouvelles idées, c'est ça qui est intéressant. Il faut que la Réunion, en tout cas, on dépasse un petit peu nos frontières. Il y a des possibilités, je dirais, dans l'océan Indien et aussi sur le continent asiatique. Donc maintenant, il faut que la destination de la Réunion soit une destination qui est accessible. Ce n'est pas le cas. Quand on regarde l'île Maurice, quand on regarde les autres pays de la zone, ils sont beaucoup plus intelligents que nous. Donc il y a quand même ces barrières auxquelles nous devons briser, parce que nous devons, comme je vous ai dit, nous devons créer notre modèle économique. Pour créer ce modèle économique, nous devons justement recenser nos atouts et puis avoir des facultés, des facilités justement pour qu'on puisse accueillir ces richesses chez nous, parce que nous avons des atouts. Monsieur Ali, merci d'avoir donc répondu à nos questions. Nous arrivons donc à la fin de cette mission. Je rappelle juste que vous êtes le futur maire de l'Entre-deux. C'est demain. Et c'est demain, et que vous êtes également conseiller général, donc délégué aux finances. Merci à vous. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité à Télé Créole. Continuez bien votre soirée sur notre chaîne. Bonsoir chez vous.